Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce vendredi 1er mars. La visite du prince souverain à la conférence mondiale du CIO qui se tient à Monaco, au cœur des débats, la prévention des blessures dans le sport. Suite et fin de la visite officielle d'Isabelle Béraud Amadei en Mauritanie. Nous reviendrons avec la ministre des Relations extérieures et de la coopération sur les temps forts de ce déplacement. Et si la réalité virtuelle permettait de stimuler les seniors, atténuer leur stress et leur douleur, plusieurs pensionnaires de la fondation Hector Auto l'ont testé et adopté. C'est la star du Salon de Genève, la nouvelle R5 électrique, un lancement crucial pour Renault alors que les ventes de voitures neuves électriques ralentissent. Notre invité Sylvain Resser, journaliste au Figaro, nous en dira plus. Comment renforcer la prévention des blessures et des maladies dans le sport? La question est au cœur des discussions de la 7e conférence mondiale du CIO qui se déroule en ce moment même au Grimaldi Forum. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II s'est rendu sur place hier soir. L'occasion de rappeler les liens étroits entre la Principauté et le Comité international olympique. Reportage Frédéric Elion, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. Monaco et les Jeux Olympiques d'été, la belle histoire dure depuis un siècle, 100 ans de participation aux JO, célébrés hier soir au Grimaldi Forum à l'occasion de la 7e conférence mondiale du CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport. Le prince Albert II, olympien à 5 reprises lors des JO d'hiver, s'est rendu au Grimaldi Forum pour s'entretenir avec plusieurs membres du CIO. La pratique du sport est essentielle pour la santé et le souverain a montré l'exemple en confectionnant son propre smoothie d'une façon sportive. Vous êtes prêts tous là? C'est bon? Déjà? Ça faisait même pas 30 secondes. Cette conférence mondiale du CIO est organisée en Principauté pour la 5e fois consécutive, ici au Grimaldi Forum. Une fierté pour le comité olympique monégasque et aussi un joli clin d'œil de l'histoire. C'est ici que nous avons organisé la session du CIO il y a exactement 10 ans et dans le même lieu. Et c'est dans cette session que le CIO a adopté l'agenda 2020 qui a été pendant toutes ces années la feuille de route pour le CIO, et ça s'était passé chez nous aussi. Donc voilà, c'est sympathique de le dire ce soir. Près de 1000 experts de la médecine du sport resteront à Monaco jusqu'à samedi après-midi pour échanger sur les avancées en matière de prévention des maladies et des blessures pour les athlètes. Le prince souverain qui s'est rendu aujourd'hui à Dolceacqua pour visiter l'exposition Le Château en fête, organisée par le Musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, dans le cadre du jumelage et des liens historiques entre le village italien et la famille Grimaldi. On part maintenant en Mauritanie pour évoquer la fin de la visite officielle d'Isabelle Béraud Amadei. On retiendra la première réunion de la commission bilatérale de coopération et la rencontre avec les partenaires de la direction de la coopération internationale. La ministre dresse pour nous le bilan de ce déplacement. Au micro d'Émilie Rousseau, un entretien réalisé sur place avec Olivier Bonello. Bonsoir Isabelle Béraud Amadei. Bonsoir Émilie. Cette visite officielle touche à sa fin. Comment résumer ce déplacement dans un pays qui est un partenaire historique de la Principauté? Effectivement, vous l'avez dit Émilie, c'est un partenaire historique puisque la Mauritanie fait partie des 11 pays partenaires de la coopération monégasque, une collaboration qui a débuté en 1996 sur des bases techniques dans le domaine de la protection civile, sécurité civile. Et cette collaboration a permis de fonder des bases solides pour prospecter sur d'autres domaines de la coopération. Et c'est la raison pour laquelle actuellement nous intervenons dans les 4 domaines prioritaires d'intervention de la coopération qui sont la santé infantile et maternelle, la sécurité alimentaire, l'accès au travail décent, l'éducation et la protection de l'enfance. Donc nous sommes ici en Mauritanie où nous allons sur le terrain pour voir comment se déploient ces 4 domaines prioritaires d'intervention. Oui, 11 projets sont soutenus ici en Mauritanie actuellement. Vous êtes allé dans un premier temps à Nouakchott avant de vous rendre dans le sud-ouest du pays. Que retiendrez-vous de ces échanges ? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, je dois dire que nous avons commencé notre semaine par des rencontres plus institutionnelles
Nous avons été reçus au plus haut niveau de l'État mauritanien. Nous avons pu échanger avec le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de la Défense et également avec la ministre de l'Environnement. Donc vraiment un accueil très chaleureux de la part des autorités. J'ai également eu l'occasion pour la première fois de coprésider avec mon homologue le ministre des Affaires étrangères la commission bilatérale de coopération. Je rappelle que nous avons conclu un accord bilatéral de coopération avec la Mauritanie en 2016 et que nous n'avions encore jamais eu l'occasion de tenir cette première réunion. Donc c'est chose faite ici à Nouakchott. Ça a été très utile, je crois, d'abord pour mieux nous connaître, pour faire un bilan des actions qui ont été menées ici dans ce beau pays depuis 2016 et puis aussi d'envisager les perspectives d'avenir. Ensuite, effectivement, l'autre volet, c'est le volet terrain, où nous sommes allés à Nouakchott et ensuite nous avons pu aller dans le sud-ouest, au plus près de nos partenaires. Et là, je dois dire que j'ai rencontré des partenaires très engagés, une jeunesse mauritanienne qui a envie de faire, qui a le don de l'entrepreneuriat et nous avons été emplis d'énergie par les contacts que nous avons pu avoir avec les partenaires de la coopération. Oui, ce sont tous des partenariats au bénéfice de tous, au plus proche de la population mauritanienne. Hein. Alors c'est tout à fait le but de la coopération monégasque. Ici en Mauritanie, nous allouons 40% de l'aide aux acteurs locaux. L'idée, c'est vraiment que ce soit des projets qui soient faits par les Mauritaniens, pour les Mauritaniens et bien évidemment en convergence exclusivement avec les priorités et les besoins qui sont formulés par la Mauritanie. Isabelle Béraud-Amadei, ce déplacement est aussi l'occasion de mettre en valeur le travail de la direction de la coopération internationale, mais aussi de la coordinatrice pays ici à Ouadiop et du consul de Monaco en Mauritanie. Oui, je dois dire que je suis vraiment très fière du travail qui est effectué par toutes les équipes de la coopération internationale et notamment ici en Mauritanie. J'ai été accompagnée par Bastien Niquez, par Émilie Sylvestre, qui sont très engagés dans le soutien des projets en Mauritanie. Et puis bien évidemment, rien ne pourrait se faire sans l'aide de monsieur le consul Camara, qui est une grande figure dans le pays, tout le monde le connaît, et qui est très actif, qui depuis sa nomination en 2006 appuie notre travail. Et puis la coordinatrice pays, Madame Awa Diop, qui elle aussi connaît très bien son pays, qui nous aide énormément dans la supervision quotidienne, j'allais dire, des projets soutenus ici. Madame la ministre, c'était votre premier déplacement officiel en Mauritanie, votre première fois dans le pays. S'il y avait un mot, un sentiment pour résumer ce déplacement? Alors effectivement, c'est la première fois en Mauritanie, ça ne sera sûrement pas la dernière. Ce que je retiens, c'est d'abord la gentillesse des Mauritaniens, leur accueil. Et puis surtout, on sent vraiment qu'il y a un potentiel, un dynamisme dans ce pays. Il leur manque peu de choses pour avancer vraiment. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Béraud-Amadei. Merci. La réalité virtuelle passionne, intrigue, inquiète parfois. On ne va pas vous parler ce soir du pire, mais du meilleur. La fondation Hector Otto l'utilise depuis quelques mois à des fins thérapeutiques et les effets bénéfiques sont bien réels, comme l'ont constaté Théo Schumer et Alexandra Marangoni. Ce casque de réalité virtuelle est la grande nouveauté de la résidence Guillaume Chameau-Drapier. Il permet d'aider les résidents à se soigner sans qu'ils n'en aient l'impression. Ici, Jacques et Colette ont choisi de voyager en Égypte sans bouger de leur siège et sous supervision. Et donc là, devant vous, vous vous retrouvez devant une façade avec de nombreux hiéroglyphes sculptés. Parmi les objectifs thérapeutiques qu'on va avoir, on va pouvoir travailler sur l'anxiété, en réduisant l'anxiété. On va pouvoir limiter l'apathie, donc ce comportement de repli sur soi. On va pouvoir donner à la personne l'opportunité d'explorer un environnement agréable pour favoriser les émotions positives et lui permettre de verbaliser, de sortir de son apathie. Et puis, on va pouvoir aussi favoriser les interactions sur des ateliers de groupe, permettre aux résidents d'échanger sur une expérience commune. On va pouvoir aussi stimuler la mémoire autobiographique, mais aussi la mémoire sémantique sur les connaissances qu'on a pu acquérir à travers le monde.
Le casque a plusieurs bienfaits sur la santé, mais le premier et le plus apprécié, c'est les émotions qu'il procure. J'ai un amour pour l'Égypte depuis mon adolescence. Je ne dis pas que j'ai tout retenu ce qu'on m'a montré, mais on ne peut pas être indifférent. Je crois que j'ai vu qu'en effet, une vision, la meilleure vision qu'on peut avoir lorsqu'on se trouve dans des sites comme ça, c'est de faire un peu une sorte de recherche archéologique. Et je crois que c'est le cœur archéologique qui marque. L'autre grand pouvoir du casque, c'est la capacité de détourner l'attention pour limiter la sensation de douleur lors des exercices de kinésithérapie et les soins douloureux. Bref, dans cette EHPAD, la réalité virtuelle a fait ses preuves pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs. Électrique, le mot est sur toutes les lèvres au Salon automobile de Genève qui se tient jusqu'à dimanche pour parler des nouveautés et des grandes tendances du secteur. Nous sommes en duplex avec Sylvain Resser, journaliste auto au Figaro. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Revenons d'abord sur la présentation de la fameuse R5 électrique. Renault mise beaucoup sur ce modèle. Pourquoi ce lancement est-il si important pour la marque aux losanges ? Déjà, la voiture était très attendue parce que la première fois où Luca Di Meo l'a présentée, c'était lors de l'annonce de la stratégie Renaulution en janvier 2021. Et donc là, c'est la première apparition publique de cette voiture dans sa version définitive. Elle est importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le symbole de la Renaulution. La deuxième chose, c'est que ça va être la première citadine électrique de nouvelle génération pour Renault. Et troisièmement, c'est une voiture qui va être fabriquée en France. Donc, elle est importante à tous ces égards. Alors le marché de la citadine électrique est en pleine effervescence. Quels sont les modèles les plus attendus et pourquoi ce segment est-il stratégique pour tous les constructeurs ? C'est un segment stratégique parce que historiquement, c'est extrêmement compliqué de faire une petite voiture électrique rentable. Donc là, il y a plein de modèles de nouvelle génération qui arrivent. La R5 en fait partie. Renault annonce cette voiture autour de 25 000 euros, un peu moins de 25 000 euros, et elle va trouver en face des concurrentes de poids. Citroën annonce sa nouvelle C3 électrique à moins de 20 000 euros, 18, 19 000 euros. On sait que Volkswagen va arriver l'année prochaine avec l'ID2 et ses dérivés chez Skoda et chez Seat. Donc c'est un segment extrêmement important parce que la citadine électrique, c'est ce qui va permettre véritablement de démocratiser la voiture électrique sur nos routes en Europe. Alors comment convaincre ou convertir les plus réticents? Avec de l'argent, des subventions, toujours des subventions? Je pense qu'il faut peut-être maintenir encore un peu le niveau des subventions. On voit la France a arrêté de subventionner l'achat de voitures électriques auprès des entreprises. Or, c'est les entreprises qui vont créer le marché parce que les entreprises gardent la voiture 3 ou 4 ans et après, cette voiture, elle se retrouve sur le marché de l'occasion. Et peut-être expliquer un peu plus le pourquoi du comment de l'électrique. C'est-à-dire que je pense que tant que les gens n'ont pas essayé une voiture électrique, ils sont pas convaincus. Et la troisième chose, c'est que peut-être qu'on se trompe de cible et que la voiture électrique a plus de sens à la campagne qu'en ville. On voit en ville, de toute façon, les politiques veulent supprimer la voiture, qu'elle soit thermique ou électrique. Ça devient infernal dans la plupart des grandes villes de circuler en voiture. Alors le patron de Renault défend aussi l'idée d'un Airbus de la petite voiture électrique pour réussir la transition écologique et faire baisser les prix. Est-ce qu'un tel scénario est plausible selon vous ? Alors, s'il a dit ça, c'est aussi parce que ce qu'on disait à l'instant, de rentabiliser un programme de citadine électrique, c'est quasiment impossible. Alors, Renault va y arriver parce qu'il développe 3 voitures sur la même plateforme. Vous allez avoir la R5 qui arrive
au dernier trimestre 2024. L'année prochaine, vous avez la 4L qui va être produite sur la même plateforme. Et en 2026, vous aurez ce que Renault a annoncé, une nouvelle Twingo, produite aussi sur la même plateforme. Donc ça permet de baisser les coûts. Mais Luca Di Meo pense que c'est pas suffisant et qu'il faut effectivement s'orienter vers cet Airbus. Et il est en train de négocier, pour l'instant, c'est pas fait, loin de là, mais il est en train de négocier avec Volkswagen un accord pour partager la plateforme et donc réduire les coûts afin de gagner de l'argent sur ces citadines électriques qui est un enjeu majeur. Merci Sylvain Resser pour cet éclairage. Merci Sébastien, à bientôt. La saison de Formule 1 est bel et bien lancée. Charles Leclerc partira en première ligne du Grand Prix de Bahreïn. C'est son grand rival Max Verstappen qui sera en pôle. Russell et Sainz seront en embuscade juste derrière. Un Grand Prix qui se déroulera exceptionnellement demain. Monaco-PSG, c'est le choc de la soirée en football, le 3e face au premier, match à 21h au stade Louis II. Sur les panneaux et les maillots, la marque Bang & Olufsen, nouveau partenaire premium de l'ASM FC cette saison. Un cocktail était organisé hier soir pour aborder ce partenariat et l'engagement de la marque dans le sport. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant, dimanche, c'est la fête des grands-mères. Christine Datomel nous en dit plus sur l'origine de cette fête et nous donne quelques idées cadeaux. Et oui, si les mamans et les papas ont leur propre fête, c'est aussi le cas des grands-mères. Si la fête des mères est l'une des plus anciennes, ses origines remontant à l'Antiquité, la fête des grands-mères est quant à elle beaucoup plus récente. Et son origine, vous allez le voir, risque de vous surprendre puisque sa naissance n'est aucunement liée à l'histoire ou encore à la religion, mais tout simplement à une invention purement commerciale. La fête a vu le jour en 1987 grâce à la marque Café Grand-Mère. Cette création, loin d'être ancestrale, avait pour but de célébrer les 20 ans de la marque et de dynamiser ses ventes. L'enseigne décide alors de créer une campagne éphémère qui célébrera les grands-mères. Mal vue au départ car purement marketing, la fête va progressivement devenir une institution. Aujourd'hui célébrée partout dans le monde, mais à des dates différentes. La fête des grands-mères se déroule dans l'Hexagone, par exemple, tous les premiers dimanches de mars. Cette année, le rendez-vous est donc donné le dimanche 3 mars, soit ce dimanche. Des milliers de petits-enfants profiteront donc de l'occasion pour gâter leur grand-mère. Bien qu'initiée par une démarche commerciale, la fête des grands-mères s'est imposée au fil du temps dans le calendrier familial, rappelant ainsi le rôle précieux des grands-mères dans nos vies. Alors si l'ironie veut qu'aujourd'hui nous offrons plus de fleurs que de café à cette occasion, si vous n'avez pas encore d'idées cadeaux pour la fête des grands-mères, nous avons repéré pour vous quelques idées insolites sur le net. Pour les mamies gâteaux, vous pouvez par exemple leur offrir un coffret cuisine comprenant livres, condiments, tabliers ou encore mélange apéritif. Pour les mamies lecture, il existe de nombreux abonnements littéraires qui proposent des box. Votre grand-mère recevra chaque mois un livre choisi spécialement pour elle selon ses préférences littéraires. Et enfin, pour les mamies gourmandes, vous pouvez leur offrir par exemple du chocolat, mais cette fois personnalisé, une jolie manière pour lui dire « je t'aime ». Avant la fête des grands-mères, pensez à la journée mondiale du compliment. Et oui, c'est aujourd'hui et ça fait toujours plaisir. Christine Datomel est allée à votre rencontre pour vous demander quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait. T'es jolie. C'est que ma femme est la plus belle. C'est tout. T'as des beaux yeux. Moi, je dirais d'être charmant. Je pense que ça a été sûrement la gentillesse, que je suis super gentille et généreuse, je pense. Voilà, je pense que ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. À moi? Ah, moi, on fait plus depuis longtemps, je suis trop vieux. Parce que je joue au foot et elle me dit je marque des super buts et tout. Moi, je reçois toujours les compliments de la part de mon mari. Et alors, c'est quoi comme compliment le plus joli? Je suis la plus belle. Que je chantais bien, voilà. C'est déjà pas mal. Alors, on peut avoir un petit extrait? And now the end is near and so I face the final curtain. Effectivement, très belle voix, toutes nos félicitations. Allez, on passe à la météo. Bonjour Alban Gingembre. Quel temps pour ce samedi ?
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Demain, le soleil va rapidement laisser place à des averses orageuses. Le vent se lève également. Les températures varieront de 9 à 14 degrés. Et en ce samedi 2 mars, nous fêterons les Charles. Merci Alban. On se quitte avec des photos de Mike James. Tous les regards seront tournés vers lui ce soir à Barcelone. Le meneur de jeu de l'AS Monaco est à 29 points de devenir le meilleur marqueur de tous les temps de l'Euroleague. Et si ce n'est pas pour ce soir, eh bien ce sera sans aucun doute pour jeudi prochain à Belgrade. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée à tous. À demain.